Mon frère est mort. Ouh, ouais, non, ça commence un peu rough pour une chose d'humour. Christopher! The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Mon frère est mort le 23 juin 2009. Bon, je sais, ça a passé en dessous du radar parce que Michael Jackson est mort 2 jours après, mais toujours est-il que ça a pris un certain temps à ce que je vive mon deuil. J'étais inquiet pour les autres au départ. C'est sûr, j'ai pleuré, là. Et ça m'a pris un bout de temps avant de pouvoir écouter Nothing Else Matters de Metallica. J'étais triste. Mais je m'occupais pas vraiment de mon deuil. Ça a pris 3 ans avant que je me dise, vu que mon frère est mort à 38 ans, d'une maladie rare qui arrive habituellement en âge avancé, on peut vraiment mourir n'importe quand, de n'importe quoi. Il y avait un j'aurais donc dû que je voulais enlever de ma bucket list, essayer de faire l'École nationale de l'humour. Quand j'étais petit, il y a 3 choses qui me fascinaient au bout. Samedi de rire, les publicités et les tunnels. Samedi de rire, ça joue plus. Je me suis rendu compte que la publicité, c'est Satan. Il reste les tunnels pour m'apporter du plaisir. Et l'humour, je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a plus Samedi de rire que... Hein? Fait que j'ai regardé les dates pour les auditions et ça tombait entre 2 projets à mon travail, donc, go! Fini en 2014, j'ai été tranquille depuis. Parce que, comme j'ai dit avant, je voulais faire l'école avant de mourir. Eh bien, ça a failli se dérouler exactement comme ça. Pendant la tournée des finissants, dépression majeure qui a mené à une embolie pulmonaire. Joie! Ah, quand on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite, hein? Mais je suis encore là. C'est pas fini. Je peux continuer. Je peux recommencer. Je peux repartir à zéro. Ce qu'il faut comprendre du show zéro, s'il y a quelque chose à comprendre, c'est, grosso modo, les numéros que j'ai faits à l'École nationale de l'humour. Je trouvais que c'était un bon point de départ pour dire qu'on part de zéro. Tout d'abord, il a fallu que je sois accepté à l'École de l'humour. Alors voici, pour vous, le numéro qui m'a fait entrer. Texas Hold'em Poker. Tout le monde sait c'est quoi? C'est comme le poker traditionnel, mais au lieu d'avoir 5 cartes en main, t'en as 7. 2 pour toi, et les 5 autres sont sur la table, pour tout le monde. Est-ce que ça vous va si je pars avec ça? Pas moi. Juste là, j'ai un problème. Pas avec le jeu comme tel, mais avec l'attitude, je dirais, requise pour y jouer. Pour mieux illustrer mon point, voici comment moi, je perçois le poker. Imaginez-vous 6 personnes autour d'une table. Tu arrives, tu prends ton siège avec ta face de... On y signe-tu les papiers de divorce? On commence à passer les cartes. La première est devant toi. Tu n'y touches pas. Tu ne touches pas à la première carte. On ne touche pas à la première carte. La deuxième vient d'arriver. Ah ben là, attention! Tout est possible à partir de là. T'as pas encore regardé tes cartes? Mais c'est pas grave. Parce qu'avec ces 2 petits bouts de carton-là, t'es Elvis. T'es Jules César. T'es Chuck Norris qui étrangle une tornade d'une seule main puis qui y donne des claques d'en face avec l'autre. C'est où la face d'une tornade? On s'entorche. Ta main s'approche de tes cartes pour n'en divulguer que les coins à ton œil de loup. Maintenant, tu sais avec quoi tu joues, mais c'est pas ça le plus important. Vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est à ton tour d'annoncer si tu embarques dans la partie. Si t'embarques, oh que oui, t'embarques. Et en lançant tes jetons sur la table, comme on se débarrasse de sa semence après l'amour qu'un homme se donne à lui-même, tu jettes un regard à toute l'assemblée pour être sûr que tous et chacun comprennent. T'as un hostie de gros pénis. Jamais fourche ne fut aussi bien pourvue que la tienne. Si bien que si elle était en cuivre, sortir par tant d'orage serait suicidaire. Une bite en métal versus des éclairs. Pas safe. Cette simple démonstration d'assurance a suffi à coucher le joueur suivant. Et l'autre aussi.
comme si Bruce Lee venait de fendre un arbre d'un seul coup de poing et que l'onde de choc fut suffisante pour faire tomber le second. 2 de coucher. À qui le tour? Tiens, il s'avance, l'asticot. Il n'a pourtant pas l'air d'avoir la verge requise. On voit que sa main tremble. Une odeur de mort imminente plane dans l'air. Et la goutte de sueur qui perle le long de sa tempe, comme une limace qui fuit l'arbre en brasier, trahit bien son statut de larve. Je n'en aurais fait qu'une bouchée, si ce n'était de celui qui le suit. La confiance qui semblait l'habiter aurait pu sauver plusieurs vies, car le feu dans son regard aurait probablement pu faire fondre le glacier qui se dressa jadis devant le Titanic. Lui aussi doit être doté d'un gigantesque pieu. Un dernier se couche avant que la parole me revienne. Sans broncher, je regarde mon opposant et jette quelques jetons sur la table, comme s'il s'agissait de photos de lui, en robe de nuit osée, en compagnie de son père. Ce qui reste de l'autre mollusque s'étale, et on voit dans ses yeux qu'il se questionne sur le pourquoi du comment un spermatozoïde et un ovule ont pu produire un échec tel que lui. Tandis que l'autre, inébranlable, me répond immédiatement avec le même nombre de jetons. Plus que nous deux à présent. Le jeu est fini. La guerre est commencée. Les 3 cartes du flop sont dévoilées. Un bref regard à mon adversaire. Je lance le minimum de jetons sur la table, tel un grand visage, pour initier le duel. Sans attendre, mais tranquillement, il avance le même montant. Il croit m'impressionner avec sa discipline, mais je serai le sable dans sa vaseline. On se rencontre au tournant. La 4e carte tombe. Je tape de façon franche sur la table pour qu'on puisse entendre, à travers le tapis vert, le son du bois, dur et ferme. Nul besoin d'en rajouter ici. Même son de cloche pour lui, surnom qui lui va très bien d'ailleurs. C'est maintenant l'heure pour mon adversaire d'aller dormir avec les poissons au fond de la rivière. C'est le nom que l'on donne à la 5e et dernière carte. Je mise, il double. Je double à mon tour. Du tac au tac, il fait de même. Je n'ai plus d'autre option. Je dois déclarer all-in, ce qui me place dans une fâcheuse situation. Je ne peux pas faire allusion à all-in et la dimension de mon engin dans la même phrase, sans y perdre de ma précieuse virilité. Je dois aller puiser mes forces dans mes référents masculins. Il veut me Jean-Claude Van Damme le pion. Je lui rendrai la monnaie de sa pièce, d'une robuste poignée de Jackie Change. Il croit m'impressionner avec sa Dolph Lundgren. Je lui ferai voir de quel Rocky Balboa je me chauffe. C'est l'heure. Je dois lui donner le nunchaku de grâce. Il ne doit en rester qu'un. It's now or Schwarzenegger. Une des raisons pourquoi j'ai attendu à l'âge de 36 ans pour appliquer à l'école de l'humour, c'est que je fais beaucoup de fautes en français. Et ça m'a pris toutes ces années-là pour réaliser que quand tu parles, on ne voit pas les fautes d'orthographe, à moins que tu parles vraiment mal. Donc, je me suis dit, pour la première session, pourquoi ne pas faire un numéro avec un personnage qui parle trop bien français et qui soit vraiment dur à apprendre par cœur? On regarde ça. Mais qu'est-ce que tout ce tintamarre? Ces cris, ces applaudissements? Cessez! Sachez que je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quelle mouche m'a piqué? C'est bien la question que vous vous posez en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, celle qui virevolte au-dessus de cette pile d'immondices que vous appelez votre langage. Pardonnez-moi, mes propos ont devancé ma pensée. Pour vous situer sur ce qui a bien pu me mettre dans un tel état et vous aider à mieux comprendre pourquoi je vous ai si gratuitement attaqué, voici le récit de ma mésaventure. Je conversais avec l'apothicaire local afin de me renseigner sur l'inventaire des différents onguents qu'il pouvait posséder d'office, afin que je puisse joindre quelques mots qui m'affligeaient. Ah oui, on m'a déjà fait la remarque au sujet de l'apothicaire. Je parle bien évidemment d'un pharmacien. Voilà. Bref, cette consultation s'est hélas dépliée dans le temps, puisque nous ne parvenions guère à établir un dialogue infrangible, solide, si vous préférez.
Donc, au cours de cette discussion, une file d'attente se dressa derrière moi. Et, malgré le fait que j'étais en mon droit de m'enquérir au sujet des options disponibles, en termes de soins que je pouvais me prodiguer à moi-même, c'est alors que le chaland qui me suivait, le client qui me suivait, me posa une bien vilaine question. « C'est quoi ton problème, trou de cul? » Ce n'était certes pas la première fois où l'étendue de mon vocabulaire avait pour effet de goudronner la célérité d'accès à un quelconque service, mais je n'avais point à lui dresser l'inventaire de mes indispositions, tout comme à vous d'ailleurs. J'ai néanmoins trouvé l'occasion opportune pour lui signifier que non seulement mes sphincters se portaient à merveille, mais aussi, et du même trait, lui présenter l'hypothèse que ce serait plutôt les siens dont il devrait se préoccuper, car l'émonctoire qui résidait au milieu de son visage semblait maintenant remplir la fonction de celui que l'on ne cite que dans les chansons grivoises, et que, par le fait même, ce susmentionné orifice pourrait fort aisément se retrouver colmaté par l'entremise de mon pied. C'est pourtant clair, non? Il m'a traité de trou du cul, comme cela, en plein lieu public, d'où mon envolée lyrique diamétralement opposée à tout ce qu'il y a de dithyrambique. Je voulais l'insulter en retour, nous sommes d'accord. Les sphincters, ce sont des muscles en anneau, les plus distincts étant ceux de la bouche ainsi que ceux du rectum, et servent ici de prémisse à cette périphrase incendiaire. À cette injure, en laissant sous-entendre que les siens exerçaient maintenant des rôles opposés, j'insinuais que de sa cavité buccale ne sortaient désormais que les expressions de ses viscères et que mon pied allait bientôt le circonscrire de toutes ses capacités d'évacuation. En d'autres mots, à vos propos de merde, je répondrai d'un pied au cul. Je me fais bien comprendre. À la bonne heure! Je vois que le glas n'a pas encore sonné pour l'érudition. Je croyais en avoir terminé avec ce sinistre personnage et qu'il me serait possible de poursuivre ma quête vers une santé meilleure. Mais hélas, de m'associer ainsi à une partie de l'anatomie ne fut que la première d'une série d'invectives, dont voici les suivantes. Je vais te péter à gueule, hein? J'espère qu'il est question ici d'hémoglobine, car je crains fort que vous n'ayez les compétences pour compter jusqu'à ce nombre. Tu me prends pour un cave? Grand Dieu, non! Ce serait une insulte à l'architecture que d'ériger quoi que ce soit en supposant que votre personne en soit les fondations. T'es rien qu'un gros tabarnak. Un tabernacle, dites-vous? Vous voulez dire que je porte en moi l'arche d'alliance? Alors pourquoi se quereller? Soyons amis! La vélocité à laquelle se dirigeait son poing vers ce noble portrait laissait présager que j'allais bientôt avoir besoin de bien plus qu'un simple pharmacien pour me porter secours. Lorsque je me suis réveillé sur ce lit d'hôpital, qui était ma foi fort inhospitalier, je me suis mis à me demander ce qu'il venait de m'arriver. Est-ce par trop de verbes qu'un homme eut l'idée de mettre un point à ma phrase? Si tel est le cas, à quoi bon continuer? Plutôt mourir que d'être entouré par ces barbares. Et c'est alors que je croyais ma foi en l'homme épuisé qu'une machine se chargea de réviser ma pensée. De grands mots m'ont conduit vers ce qui aurait pu être mon dernier lit, mais il ne suffit que d'un seul, de 3 lettres seulement, pour que je sois de nouveau ravi. Bip, bip, bip. J'étais encore en vie. Autre univers pour 2e numéro. J'étais très content d'avoir parcouru les méandres du français trop compliqué pour se faire comprendre au Subway. Alors, on est allé avec quelque chose de plus québécois. En 2e offrande, voici un conte. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. M'en viens vous conter une histoire ou deux. Fait qu'installez-vous tout le monde bien assis. Tant que tu caches pas la vue, on va tout être amis. Donc pour ceux d'en avant, puis pour ceux d'en arrière, puis ses côtés aussi, ben oui. Voilà la légende de l'enfant lumière. Je l'aurais bien appelé l'enfant soleil, mais le nom était déjà pris. Pour pas que vous soyez dans le champ, c'est là qu'on va commencer. Dans le champ, je veux dire par là que c'est là c'est arrivé. C'est l'été, il fait beau, un vent doux flatte le blé. On voit la scène. On a Roger, couché sur le dos,
qui s'apprête à faire quelque chose d'obscène. L'histoire dit pas si c'est à cause qu'il aurait vu un nuage aux formes affriolantes, mais c'est à partir de ce moment-là que notre Roger s'est retrouvé bien excité dans le bas du ventre. Pour les oreilles fragiles, et puis pour rester dans les limites de la discrétion, entendons-nous si vous voulez pour dire que... qu'il s'est donné de l'affection. On pourrait dire qu'il s'est pris la chose en main. Je n'irai pas plus loin. Ça se peut, ça passe à TV. C'est là que l'air s'intensifie et que le vent se lève. On aurait dit que la nature venait de prendre la fièvre, comme si la Terre elle-même était au courant que dans pas long, il allait se passer de quoi d'important. Les astres se sont alignés pour donner place à la vie. Le moment est venu. Puis Roger aussi. Son orgasme traverse le ciel dans un bruit de tempête. Roger se regarde la main, tout en se grattant la tête. Puis c'est le cul par terre après une explosion pareille, que notre célibataire a engrossé le soleil. Puis, pas si pire pour une histoire de gars qui joue après. Si ça prend 9 mois avant d'avoir un enfant, dites-vous qu'avec le soleil, ça prend pas mal moins de temps. Le ventre d'une mère te mijote ça pendant 3 saisons, une boule de feu comme celle-là, ça t'accélère une cuisson. Puis ça, notre Roger allait bientôt l'apprendre à ses dépens, par une nuit de sommeil interrompue par un enfant. Il se tenait au-dessus de sa tête, un peu comme un dentiste, mais il éclairait tellement qu'on aurait dit un show de Kiss. Là, on va mettre quelque chose au clair. Il y a juste 2 raisons pour aller voir Kiss. La pyrotechnie, puis pour pouvoir dire que tu étais là à leur dernier show. Tu sais, je suis rendu déjà. Quand je dis que l'enfant éclairait, il éclairait pas à peu près. Pour vous donner une idée de quoi ça avait l'air, Hiroshima, ferais-tu ton affaire? C'est sûr, c'était juste de la lumière, ça pouvait rien détruire. Mais ça rayonnait tellement que plus personne ne pouvait dormir. Le village s'est rassemblé, armé de briques, puis d'autres briques. C'est normal. Avec toute la lumière qu'il y avait dans les alentours, toujours bien pas pour s'armer d'un fanal. Quand ils se sont rendus compte que c'est un enfant qui dégageait toute cette lumière-là, voir, on voyait bien qu'il y a quelque chose qui marchait pas. À revirer ça de tout bord, de tous côtés, ils n'ont pas trouvé d'autre solution. Ça a bien l'air que l'exilé soit la réponse à leur question. Vous vous êtes déjà fait prendre en photo. Imaginez quelqu'un qui aurait pesé sur pause en même temps que le flash. Il y a des limites à vivre dans le présent, non? Non pas par plaisir, mais bien par manque de choix, les 2 décident de partir, au grand bonheur des villageois. Et c'est chemin faisant que Roger a soudain une idée. Il y a peut-être un endroit où on pourrait aller. Une vieille mine à charbon qu'il y a sur le territoire. De ce que je connais par ici, il n'y a vraiment pas plus noir. Arrivés sur les lieux, ils ont un soupir de soulagement. Mais ça, c'était avant de savoir ce qui allait arriver en dedans. Puis ça, on le sait, c'est le genre de phrase qu'on dit pour installer un suspense. Fait que... ça va bien, vous autres? Les 2 s'engagent dans la caverne jusqu'à ce que le jeune perde de pied. Roger, l'homme en peine, regarde son fils s'éloigner. Et en tendant l'oreille, il n'entend rien qu'un bruit sourd, suivi immédiatement des rugissements d'un ours. Juste pour finir avec Kiss. Une tournée d'adieu. C'est pour dire que c'est fini, non? 3 fois, je me suis fait pogner. Puis j'aime même pas leur musique. On va retourner à l'histoire. Le monstre se réveille puis essaye de sortir du trou. Roger tombe sur le cul, puis il pédale comme un fou. Un de ses pieds arrive sur le nez de la bête qui tombe par en arrière. En bon, on entend crier jusqu'à ce que tout devienne noir. Roger regarde dans le fossé. Tout ce qu'il voit, c'est un trait lumineux. Tout ce qu'il y a dans le fond, c'est lourd. Puis ça, il sort du péteux. Le colosse a l'air mort. Il s'est sûrement brisé le cou. Mais qu'est-ce qui se passe avec son fils? Il est-tu mort, lui, tout? Roger saute en bas, dans l'espoir de sauver son fils. Il plonge sa main dans l'ours, puis ça pue en... s'il vous plaît. Vous pensiez que j'allais sacrer, mes tabarnak? Après avoir sorti son fils de l'animal, il se rend compte qu'il éclaire plus. À croire que l'ours a absorbé toute sa lumière par la peau du cul. Mais c'est pas ça l'important si t'as bien suivi. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'il est encore en vie. Roger prend son fils dans ses bras pour le sortir de la mine, l'émotion dépassant l'odeur qu'il y a dans les narines. Son fils se réveille puis il dit « Tu m'as jamais donné de nom. » Roger le regarde les yeux pleins puis il dit « On va régler ça à la maison. » Roger et son fils repartent vers le village, main dans la main. C'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que tout est bien et qu'il finit bien. Mais si tu cherches une morale à cette histoire-là, ça se peut que tu repartes avec le sourire par en bas.
C'est pas pour mal faire comme de raison, mais je vous ai joué un petit tour. Je viens de vous dire d'où vient l'expression « il faisait noir », comme dans le cul d'un ours. Excusez-la. Encore une fois, une chose que je voulais faire à l'école, c'était explorer des trucs. Donc, on a eu le français pointu, on a eu le conte. Quelque chose que j'aime dans le style et que je trouve qui se prête bien à la comédie, c'est les polars comme Columbo et les comédies qui en sont sorties comme Dragnet et Naked Gun. Donc, j'ai décidé de tenter une histoire policière en français polar à la Columbo pour vous ce soir ou le matin, c'est sur Internet, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Écoutez-le là. Bien dormi, inspecteur Stewart, dit d'une voix de femme si chaude que le réchauffement de la planète porterait désormais son nom. Au lieu de cela, c'est un dossier en pleine figure, lancé à une vitesse suffisante pour me disloquer la mâchoire, qui me tira de mon sommeil. « T'as du boulot, Stewart! » me gueula le commissaire de police de façon aussi bienvenue que de se faire offrir un extra merde sur ses rôtis. « À votre service! » que je lui dis avec l'enthousiasme d'un bœuf qu'on mène vers l'abattoir. Le café est prêt. Un petit détour vers mon réfrigérateur personnel, puisque j'habite pratiquement ici, et je prends un œuf que j'éclate sur le rebord de ma tasse en imaginant la tête de mon patron. Pendant que l'œuf cuit dans mon café, je m'enfile une bonne rasade de Goldschlager. Le bourbon est trop raide à cette heure qu'on hésite encore à appeler le matin, et c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour remplacer les brioches à la cannelle. Ouais, on m'a transféré de jour. Il paraît que l'excuse... je croyais qu'il avait un flingue. Tiens-moi bien la route durant cette période de la journée. Crème, sucre, sel, poivre. Mon œuf moka glisse dans mon œsophage tel une septuagénaire glissant le long d'un pôle de stripteaseuse. Assez rigolé, je dois bosser. Quel pain avons-nous sur la planche? Meurtre, corruption, maison close, incendie criminel. Il faut vraiment que je me trouve un avocat. Bon, allez, je consulte le dossier que le commissaire m'a catapulté en pleine poire. Les clichés de la victime auraient pu me donner envie de vomir, mais j'avais l'estomac assez bien endurci après avoir comparé mon déjeuner à une vieille pute. Selon le rapport, l'arme du crime serait un outil de jardinage. Il aurait servi à couper la carotte de la victime. On n'a retrouvé ni l'outil, ni la chose. Inutile de dire que je déléguerai à quelqu'un d'autre le prélèvement des empreintes digitales. Première impression, le meurtrier est une femme. Un coup porté au niveau de la fourche est généralement proscrit dans tout affrontement entre gentlemen. Et si un homme avait recours à cette pratique déloyale, il ne mériterait qu'un bon coup de pied dans les couilles. Je quitte donc mon bureau en ne laissant comme système de sécurité que mon odeur, qui se rapproche plus d'un chenil que du Chanel. Je me lance dans cette ville où les rues sont si sales qu'on dirait de longs rubans de papier cul, utilisés par un dinosaure. Les portes du paradis vous sont ouvertes. Me lance un prêcheur en me rappelant qu'il ne faut que 17 muscles pour sourire. Contrairement aux 42 que j'utilise présentement pour faire la gueule, il ouvre ses bras en me disant qu'il faut suivre le Seigneur. J'ouvre les miens aussi, ce qui dévoile les 4 revolvers que j'ai sous le manteau, et je lui dis « Après vous ?» Je ne sais pas le nombre de muscles généralement actifs en cas de stupeur. Je constate que ceux de sa vessie ne figurent pas sur la liste. En observant son entrejambe humidifiée, je m'aperçois que je dois lui donner raison. C'est vrai que ça fait du bien de sourire de temps à autre. Arrivé à la résidence du défunt, je vois que la femme de ménage se fait interroger. Pendant que l'officier tente de lui faire cracher le morceau, je fantasme sur le fait de lui faire avaler le mien. Mais qu'est-ce que je raconte? Un tour vite fait de la maison, pas d'alcool. J'allais devoir faire ça. Je me tourne vers la femme de ménage, après m'être assuré que mon manteau dissimule mon intérêt envers elle, ce qui aurait fonctionné à merveille si je ne faisais pas la narration de tout ce que je fais à voix haute. Et je lui demande si, par hasard, elle n'aurait pas eu une relation avec la victime. Elle sembla offusquée par cette remarque, en me laissant savoir qu'aucun homme ne partageait sa vie en ce moment. À quoi je me suis proposé en lui demandant son numéro de téléphone. Je n'ai reçu que le 5, vivement imprimé sur la joue gauche.
J'ai repris mes sens près de la porte patio et, en regardant dans la cour arrière, je me questionne sur l'entretien du terrain. Car, comme pour ce qui est de ma vie sexuelle, personne ne semble s'en préoccuper. Je demande alors à la domestique si une jardinière ne s'occuperait pas de l'aménagement paysager. Pour me corriger, elle me dit que si je tiens vraiment à flirter avec les personnels, qu'elle aimerait bien me voir tenter ma chance avec le jardinier. Après avoir usé d'une métaphore allemande impliquant une saucisse et de la choucroute pour lui faire comprendre mon orientation sexuelle, je l'interroge sur l'absence de légumes dans le potager. Il semblerait que la maîtresse de maison se soit chargée de la cueillette pour ensuite se servir d'un engrais particulier. Dans le jardin, on a retrouvé le corps du jardinier. Avec lui, les 2 pièces à conviction qui manquaient à l'appel. Je vous épargne les détails, mais disons qu'il avait en bouche une représentation plutôt littéraire d'un croque-monsieur, et l'endroit où se situait la paire de cisailles qui servit à trancher le viril de la victime pouvait également couper l'envie de s'asseoir. Je retourne au poste. Après avoir complété mon rapport, je le remets à mon patron. De ces grognements, on pouvait interpréter « Beau boulot, Stuart. Félicitations. Je ne fais que mon devoir. » Que je lui réponds par l'entremise d'un roux bien caverneux, parfum poulet frit et cigare bon marché. J'irais bien faire un petit tour au strip club. Peut-être me direz-vous qu'il est tôt et que le soleil vient à peine de se coucher. C'est justement l'heure où ma préférée se donne en spectacle. C'est qu'elle aime se coucher tôt, vous voyez. Ce qui est compréhensible pour une septuagénaire. Eh bien, c'est ce qui conclut ce que j'ai produit lors de mon séjour à l'École nationale de l'humour. Merci d'avoir regardé. Il resterait une chose encore, un extrait. C'est à propos d'une personne qui m'a fait du bien dans ma vie et avec qui, dans de tristes circonstances, j'ai réalisé à quel point c'était important de rire, tout simplement. Donc, pour rire. Je me souviens de ma première copine, 2 ans plus jeune que moi, ce qui aujourd'hui n'est rien, mais à 17 ans, elle était 7 mois en dessous de la règle du gentleman. Cette règle n'aurait pas eu lieu d'être mentionnée si mon penchant s'était plutôt tourné en direction de sa sœur aînée, qui, elle, n'avait que 2 jours de moins que moi. Je me souviens d'une fête chez elle, où nous étions plusieurs à s'habituer à l'alcool, tandis que ses parents n'y étaient pas. Pas de problème de foie à cet âge-là, à part peut-être le fait d'un manque d'expérience, qui faisait en sorte qu'il ne fallait que peu de boissons avant d'en sentir les effets. Véritablement un cas de peu importe ici. Pas de problème sinon. Nous étions beaux, jeunes et invincibles. Donc, avec un peu d'alcool et beaucoup d'hormones, le tout cuit à feu de relâche sous une chaleur printanière qui nous avait manqué pendant tout un hiver, ça n'a pas été bien long avant que le chaos se soit aussi invité. On a commencé tranquille avec un petit chin en riant par en dessous, aucun d'entre nous n'ayant l'âge légal d'être sous. Ensuite, on jouait les succès musicaux de notre jeunesse, un après l'autre, chacun emmenant avec lui un peu plus de décibels, pour finalement se retrouver avec les questions existentielles et les sanglots. J'entendais pleurer celle qui allait devenir ma petite amie. Ce soir-là, si je nous abuse, nous et 2 autres couples se sont formés. Nous étions le Club du 9. C'était en avril, je crois. Bref, elle pleurait et je ne savais pas quoi faire. Étant donné que je ne suis pas homme à lire entre les lignes, j'ai posé la question. Qu'est-ce que je dois faire? Une amie qui la tenait dans ses bras répondit « Dis-lui quelque chose. » « Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? » Pendant que dans ma tête éthylique rimait non joyeusement avec panique, elle me dit « Je sais pas, n'importe quoi. » N'importe quoi, n'importe quoi. J'ai dit cantaloupe. On a ri. Notre histoire, du moins de couple, aura été brève, mais j'ai toujours eu un grand respect pour elle et sa famille. C'est pourquoi, 4 ans plus tard, lorsque le drame les toucha,
même encore vêtu d'une chemise tuxedo, de mise pour pratiquer l'élégant métier qu'est celui de nommer des numéros dans un bingo, j'ai bondi vers le premier bus pour leur porter support. La sœur de ma première flamme s'était enlevé la vie. Et puis encore, c'est elle qui l'avait trouvée. Je me rappelle de peu de choses de la soirée, et j'irai pas dans les détails, d'abord par respect, et ensuite parce que ça n'avait plus d'importance. La chose était faite, rien n'allait changer ça. C'est sûr que les questions fusaient de partout, on s'enfargeait dans les pourquoi, les comment, et ça recommençait à chaque nouvel arrivant. À bout de larmes et à force de répétition, l'épuisement s'est fait une place à tous les niveaux. Mais il y a un souvenir que je garde et que je garderai avec moi pour ce qui me reste de vie. Je me souviens plus qui a proposé d'aller prendre l'air, mais je l'ai suivi. On est allé dans une cour d'école et dans une section de jeux aménagés pour les enfants, on s'est assis sur un muret de pierre. Ce soir-là, tout ce que je pouvais faire pour eux, pour elles, je le faisais. Et ce soir-là, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai fait rire. Et à ce jour, je crois encore que c'est l'une des plus grandes choses que j'ai faites dans ma vie. Oui, aujourd'hui, je me présente avec cette tête-là et tente de vous divertir avec quelques traits qui parfois mettent le pied en terrain du macabre, mais c'est pas sérieux. J'ai moi-même frôlé la mort à quelques reprises, dont une ou deux fois où j'avais fortement songé à en être la cause. Est-ce que je vis aujourd'hui comme si chaque jour était mon dernier? Non. Je suis encore plein de regrets, plein de doutes. Et il m'arrive encore de croire que j'ai raté ma vie et que j'en suis le premier responsable. Mais, à chaque fois que la beauté se présente sous mes yeux, mon cœur rebat. Peut-être discrètement, je suis timide de blessures que je traîne encore avec moi, comme des mouchoirs qui s'entêtent à ne pas vouloir sécher. Et si j'ai envie de pleurer, peut-être que je vais attendre d'être de retour chez moi avant de le faire, mais je vais le faire. Et si je trouve quelque chose de drôle, laissez-moi vous dire que je vais rire. Je vous garantis que je vais rire. Les morts ont tous une chose en commun. Les morts ne pleurent pas. Donc, pourquoi l'humour? Pour rire.